Voilà donc pour la stabilité au renversement. Maintenant, on va passer à la stabilité au glissement. On va poser le problème, voir bien sûr la condition de la stabilité au glissement. On va faire une petite démonstration et bien sûr faire un exemple. Alors, on doit d'abord poser le problème. Donc, soit à étudier la stabilité d'un mur représenté sur la figure suivante. Donc, on suppose toujours que le mur est en maçonnerie. Voilà, donc ça c'est le mur. Il est soumis à des charges stabilisatrices, donc verticales, une charge motrice F appliquée donc à un point donné. Alors là, on aura bien sûr aussi la réaction du support du mur, d'accord? Elle va être introduite dans la stabilité au glissement. Donc, le support applique une réaction R. Donc, on va appeler cette réaction R. Alors, le support peut être soit la semelle ou le supporteur. Si le mur il est fondé, il est construit sur une semelle, donc on va parler de réaction entre le mur et sa semelle. Si le mur il est construit directement sur un supporteur, là on va parler de la réaction entre le mur et le supporteur. Alors, la stabilité au glissement, il dépendra de quoi? Bien sûr, il dépendra des charges stabilisatrices et des charges motrices. Alors, il dépendra des charges verticales stabilisatrices, il dépendra des charges horizontales motrices, mais on doit introduire un autre facteur, ou un autre paramètre, ou une autre équipe. Donc, il dépendra aussi de la nature de contact entre le mur et son support, entre la semelle et son support en cas d'un mur en béton armé. Voilà, donc là, on aura trois équipes, trois paramètres. Alors, les charges verticales, les charges horizontales et la réaction entre le mur et son support. Donc, trois paramètres à introduire là, à prendre en considération pour étudier la stabilité au glissement. Alors, pour les charges verticales stabilisatrices, donc, sont déjà, donc on les calcule tout simplement. Les charges horizontales montrent la même chose. Maintenant, on va voir comment introduire ce facteur-là, ou ce paramètre, c'est-à-dire la nature de contact entre le mur et son support. Voilà, donc le contact entre le mur et son support se traduit par des forces de frottement qui résistent au mouvement du mur. Alors, ces forces de frottement elles sont schématisées par la réaction R. D'accord? Cette réaction peut être décomposée en deux réactions phi, l'effort normal N, d'accord? Donc, une composante normale N et la composante tangentielle T. Alors, tangentielle à quoi? Tangentielle au support, d'accord? Tangentielle à la surface portante du mur. Là, c'est normal à la surface portante du mur. Donc, ça, c'est l'angle de frottement phi, d'accord? L'angle de frottement phi, on peut définir aussi un coefficient de frottement F égale tangente phi qui est égal à T sur N. Donc, on peut parler de soit de coefficient de frottement, soit de l'angle de frottement. C'est tout simplement l'inclinaison donnée à la réaction des frottements, bien la réaction du support par rapport à la verticale. Normalement, si on n'a pas de frottement, on aura une réaction verticale. Donc, vous avez déjà vu ça en bac. D'accord? نهمل الاحتكاكات أو كناخدو الاحتكاكات etc. Donc ça c'est pour la réaction, bien le contact entre le mur et son support. Cette réaction mère, nous avons dit qu'elle peut être décomposée en deux composantes phi, composante normale, composante tangentielle. Alors maintenant, on aura un schéma de calcul, donc schématisé comme suit. Alors une charge motrice, d'accord, c'est l'équipe 2. L'équipe 1, ce sont les charges stabilisatrices. Et bien sûr, la nature de contact, ou bien la réaction qui est décomposée en deux charges. Alors là, pour établir la condition de la stabilité
au glissement, on va se baser sur ce schéma-là. Alors, on va écrire la première équation. Alors, pour que le mur ne s'enfonce pas dans son support, il faut que cette réaction-là doit être supérieure à la réaction verticale appliquée. Donc, on parle là de déplacement vertical. D'accord? Pour ne pas avoir ce déplacement vertical, d'accord, ce glissement vertical, si vous voulez, on doit avoir, donc, N doit être supérieur, P égale à P. D'accord? N, c'est la réaction du support, P c'est le poids du mur. Par exemple, il y a les charges verticales. Alors, on prend par condition minimale, donc N égale P. D'accord? On va prendre N égale P, c'est-à-dire le minimum. D'accord? Si on aura N égale P, on aura, donc, il n'y aura pas de problème. D'accord? Alors, deuxième équation. Donc, pour que le mur ne glisse pas sous l'effet de la charge F, on doit, donc F, il applique une charge comme ça, T, il résiste à cette charge-là, donc on doit avoir T doit être supérieur et égal à F, c'est-à-dire la réaction qui résiste au glissement doit être supérieure à l'effort qui tend à faire glisser le mur. Ça, c'est l'équation 2. Nous avons maintenant une équation N égale P, une inéquation T supérieur égale à F. Voilà, on va continuer notre raisonnement. Donc, pour que le mur soit stable au glissement, il n'enfonce pas dans le mur, c'est-à-dire les deux conditions. Donc, on aura donc N égale P ou T supérieur égal à F. Là, nous avons T égale N fois F. D'accord? T égale N fois F. N avec F, c'est le coefficient de frottement. D'accord? Donc, T égale N fois F. Donc, on remplace T par sa valeur, c'est-à-dire celle-là dans l'équation 2. D'accord? L'équation 2, c'est celle-là. C'est l'équation 1. On remplace T par sa valeur de l'équation 2, donc T sera remplacé par N fois F. On va trouver, bien sûr, N fois F supérieur ou égal à F. D'accord? Ça, c'est l'équation 2. Donc, elle est devenue, comme ça, on va l'appeler équation 2 prime. D'accord? Voilà. Or, donc, nous avons l'équation 1, N égale P. D'accord? D'après l'équation 1. Donc, on remplace N par la valeur, donc P. Donc, on obtient P, d'accord? N il est remplacé par P, d'accord? On va trouver P fois F de supérieur égal à grand F, d'accord? Alors, vous remarquez là, donc P, il représente quoi? Il représente les charges verticales. F, grand F, il représente les charges horizontales. F, il représente les forces de frottement ou bien la nature de contact entre le mur. Donc, comme ça, nous avons introduit tous les paramètres, c'est-à-dire les charges verticales, les charges horizontales et la réaction du sol. Donc, pour des raisons de sécurité, on majore les charges motrices, comme on a déjà fait avec le moment de renversement, par un coefficient sécurité, donc appelé coefficient de sécurité au glissement K1. Il est différent du coefficient de sécurité au glissement K. Ce sont deux coefficients différents, puisqu'on parle de la rotation, et dans ce cas, on parle de glissement. Donc, on aura deux mouvements différents. Donc, en génie civil, K, il est pris entre 1,5 et 2. D'accord? Alors, l'équation de stabilité devient, donc nous avons l'équation, donc c'est P fois F doit être supérieur ou égal à quoi? Doit être supérieur ou égal à F, à grand F. Alors, cette charge-là, F, doit être majorée par un coefficient K. Donc, c'est pour cela on aura, donc, au lieu de F, on aura K1 fois F. Donc, P fois F doit être supérieur ou égal à K1 fois F. Cette équation, donc, peut s'écrire, donc, en faisant l'analogie entre le renversement et le glissement. Donc, nous avons écrit MS sur MR supérieur à K.
Maintenant, on va écrire, alors, P fois F sur F supérieur à K1. Donc, en faisant l'analogie, bien la comparaison MS sur MR supérieur et égal à K. Donc, vous remarquez là que nous avons donc P, là nous avons P, et là nous avons MS. Là nous avons MF, là nous avons MR. D'accord? Mais le renversement, on n'a pas pris en considération euh, le support du mur. D'accord? Le support du mur n'est pas important. Par contre, le glissement, donc là nous avons pris un coefficient F. Donc c'est pour cela, donc on aura trois paramètres. P fois F sur F. Donc doit être supérieur égal à K. Voilà donc avec P, il représente la somme des charges stabilisatrices, F représente la somme des charges motrices et F représente le coefficient de frottement entre le mur et son support. Alors ce coefficient F, s'il vous plaît, il est donné bien sûr en fonction de la nature de contact. Alors la nature des matériaux. Alors là, si on aura par exemple une fondation sur rocher, d'accord? Alors fondation sur rocher, le coefficient de frottement, c'est 0,75. D'accord? Si le matériau, on aura deux matériaux entre eux, par exemple maçonnerie sur béton, on aura donc un coefficient minimal de 0,6. D'accord? Donc ce tableau-là à utiliser bien sûr prudemment. Voilà, une petite conclusion. Pour que le mur soit stable au glissement, il faut que la somme des charges verticales fois le coefficient de frottement sur la somme des charges horizontales supérieure à K1. Alors, la somme des charges verticales, donc fois F, divisé par la somme des charges horizontales, doit être supérieur ou égal à K1, avec bien sûr la somme des charges verticales, somme des charges stabilisatrices, somme des charges horizontales motrices, la somme des charges donc, horizontales, et bien sûr F, coefficient de frottement. K1, c'est le coefficient de sécurité au glissement. Alors, la vérification de la stabilité au glissement, un exemple. Donc, reprenons l'exemple 1, nous avons déjà vérifié la stabilité au renversement. On va examiner la stabilité au glissement. Donc, stabilité au glissement, on va étudier la stabilité du mur représenté sur la figure suivante. Alors, toujours le mur là, donc il est soumis à une charge verticale P, une charge horizontale F. On aura besoin du coefficient de sécurité au glissement, il est là, et bien sûr le coefficient de frottement F, c'est-à-dire entre le mur et son support. Là, donc c'est facile à faire l'inventaire des charges. Alors la somme des charges verticales, donc c'est 4000 kg, charge horizontale, donc 500 kg. Alors la somme des charges verticales, on n'aura qu'une seule charge verticale, une seule charge horizontale, coefficient de frottement. Donc là, on peut calculer la somme des charges verticales fois F divisé par la somme des charges horizontales. Donc on aura 4,8, donc supérieur à K1 égale à 2. Donc le mur, il est très stable au glissement. On n'a pas de problème au glissement. Donc le mur est stable au glissement. Donc c'est OK au glissement. Donc une petite conclusion, c'est quoi la démarche à suivre pour vérifier la stabilité d'un mur au renversement et au glissement. Donc on doit faire d'abord l'inventaire des charges. On calcule les charges, on va voir comment calculer les charges dans les chapitres qui suivent. Alors, on doit dessiner un schéma de calcul. Donc, c'est quoi l'objectif du schéma de calcul? On doit représenter les charges calculées et les distances par rapport aux joints d'étude. D'accord? Ces distances-là seront utilisées pour calculer le moment. Après, bien sûr, on calcule le moment stabilisant, d'accord? Et le moment de renversement. Une fois ces moments sont calculés, on peut donc vérifier le renversement, on calcule le rapport MS sur MR et le comparer à K. Le glissement, il est vérifié en utilisant cette formule, la somme des charges verticales fois F sur la somme de charges horizontale supérieure à K1.
Si le mur n'est pas stable, bien sûr, on doit le redimensionner. Donc, en faisant, s'il vous plaît, une comparaison entre ces deux formules. Là, nous avons MS sur MR supérieur à K. Là, nous avons la somme charge verticale, la somme charge horizontale supérieure à K, mais on doit multiplier par un coefficient F pour dire que le support du mur, il influence la stabilité au glissement du mur. Donc, voilà pour ce chapitre. Donc, maintenant, il nous reste à faire des applications. Donc, pour le chapitre prochain, donc, on va faire des applications sur les murs de clôture. Après, on va faire des applications sur les murs de soutènement pour bien comprendre les démarches à suivre pour vérifier la stabilité au renversement et la stabilité au glissement. Alors, une remarque importante, cas d'un mur en béton armé. Si nous avons un mur en béton armé, donc l'ensemble à étudier, c'est le mur et la semelle. Donc, on doit faire l'inventaire des charges appliquées sur le mur, l'inventaire des charges appliquées sur la semelle, d'accord? Et bien sûr, faire donc l'étude par rapport au joint A, puisque le mur et la semelle, donc ils sont encastrés, donc ils constituent une seule pièce, d'accord? Puisqu'il constitue une seule pièce. Donc là, nous avons bien sûr le joint A comme joint d'étude. D'accord? Ça, c'est une remarque très importante. On va faire des exemples, des exercices par la suite. Alors, pour la fiche de calcul de la stabilité au renversement glissement, puis on peut utiliser cette fiche de calcul pour étudier la stabilité d'un ouvrage. Donc, la fiche, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on écrit bien sûr le nom du projet. On calcule les charges stabilisatrices. Alors, désignation de la charge, la formule de calcul à utiliser, la valeur, la distance par rapport au joint, d'accord, et le moment par rapport au joint. Donc là, on calcule juste les charges stabilisatrices. Alors là, on peut obtenir la somme des charges stabilisatrices et le moment stabilisant en faisant tout simplement la somme C'. Alors, pour les charges horizontales, donc, sont appelées charges motrices. Donc, on fait la même chose. Désignation de la charge, la formule à utiliser, la valeur. En faisant la somme, on peut trouver donc, la somme des charges motrices. En calculant les moments après la détermination des distances, on peut calculer le moment de renversement. Après, on peut faire le calcul. Donc, cette fiche-là, il peut organiser les calculs, faciliter la tâche. D'accord? Alors là, type de charge, d'accord? Soit charge motrice, soit charge stabilisatrice. Désignation, par exemple, poids du mur, poids de la semelle, poussée du vent, poussée des terres, etc. Formule de calcul, c'est la formule à utiliser pour le calcul de la charge. La valeur, c'est-à-dire en faisant l'application numérique. La distance par rapport au joint, d'accord? C'est sur le schéma de calcul. Et le moment par rapport au joint. Donc, on appelle ça 1, ça c'est 2, ça tout simplement c'est 1 fois 2. D'accord? Ça c'est pour la vérification de la stabilité au renversement glisse.